Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc. Donc je sais pas si vous avez vu la petite vidéo qui est là le petit truc, c'était une vidéo qu'on avait parlé justement sur les lampes LED, positif ou négatif. Bon, c'est vrai quand même qu'on a eu beaucoup de questions sur la chose, et j'ai dit pourquoi pas parler avec justement un professionnel sur l'éclairage et tout ça aussi, hein, ça c'est sûr. Et donc du coup on va parler donc sur des trucs intéressants. Donc on va parler par exemple sur les avantages et inconvénients sur la LED et la HID. On va parler également sur les comparatifs des ressources d'une HID et d'une LED. On va parler également entre d'une différence entre une LED, donc un luminaire LED, donc traditionnel comme une archi LED, et une lanterne HID rétrofitée en LED. Donc du coup on va parler de tout ça. Après on va parler de la maintenance donc de ces luminaires là en question. Après nous allons parler les différentes pannes. Donc là on va parler un petit peu de la lampe LED liquide bien sûr. Et en dernier, on va parler des recyclages de ces lampes-là, des lampes LED, justement. Donc, du coup, on va commencer à parler un petit peu de tout ça. Donc, Yodur Métallique est avec moi, donc en question. Donc, comment on va? Ça va. Ça va. Bonjour. Donc, du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients des lampes LED HID? Donc, qu'est-ce que tu peux me proposer là-dessus? Alors, on va commencer par laquelle? La LED. Les avantages de la LED, à mon sens, donc, alors je précise que la question est posée par rapport à l'éclairage public, parce qu'on pourrait encore l'élargir en parlant d'éclairage portatif, des torches, des éclairages de secours, des choses comme ça. Et l'éclairage intérieur. Là, on va parler de l'éclairage public. Ouais. Alors, une LED, déjà, c'est un avantage, c'est que on peut moduler de 0 à 100% la luminosité avec les dispositifs adaptés. D'accord ? Donc, on peut, par exemple, mettre quand la nuit arrive, on peut mettre en place des dispositifs de gradation qui vont faire diminuer la luminosité pour baisser la consommation. Et on peut aussi, et sachant que ça se rallume, il n'y a pas de temps d'allumage, de chauffage, contrairement à une lampe à décharge. Oui. On peut mettre des détecteurs de mouvement sur certains points lumineux. Détecteurs qui pires. Vont, à chaque passage, mettre à fond l'éclairage, et ensuite, il pourra être diminué pour baisser la consommation. Par exemple. Justement. L'autre avantage qu'on peut citer, c'est que on peut choisir la température de couleur. On savait que ça pouvait se faire avec certaines lampes à décharge oui. qui sont arrivées récemment, les iodures. Mais avec les LED, on peut choisir vraiment ce qu'on veut au niveau de température de couleur, et on peut même éventuellement avoir des lampadaires à lumière colorée. Oui, justement, ça existe. Et justement, par rapport à ça, comme tu disais, par rapport aux lampes, donc du coup l'éclairage LED avec justement le système Lumistep d'une certaine marque, justement ça permet de, par exemple, en pleine soirée, donc là j'ai parlé un petit peu théorique sur l'éclairage, justement on a l'éclairage public qui s'allume à une certaine heure, donc en partir à diurne, voilà. Donc là il y a diurne et nocturne, bon, dès que ça commence à la lumière s'abaisser, donc à partir du début de soirée, donc du coup on a, bon ça dépend si c'est un lumandar ou un truc comme ça, la lumière s'allume, donc l'éclairage s'allume. Arrivé à 100%. À certaines heures, on va dire pour 11h30, minuit, ça descend à 80%. Si dans des autres créneaux, on peut descendre à 60%, justement l'éclairage LED. Et après, on remonte en créneau, donc c'est plusieurs échelles, hein, justement, il y a plusieurs sortes. Et il y a aussi donc une autre version, donc les lampes LED, on va dire plusieurs sortes de, comme tu m'as expliqué tout à l'heure, les plusieurs teintes différentes et variées. Il y a la 830, 942, la 6005 aussi, il y a vraiment pas mal de choses. Et en fait, c'est souvent pareil pour l'éclairage des monuments. Parce que c'est vrai que quand on veut éclairer un monument, ça dépend quel, par exemple un bâtiment, genre un théâtre. Si on veut par exemple les porches, ils soient blanc froid, les murs soient blanc chaud, pour justement attirer plus la lumière sur les briques blanches ou des choses comme ça. C'est suivant, après là il faut faire des études techniques sur l'éclairage de bâtiments, ça c'est pas trop mon truc, mais voilà. Et donc, ce qui fait, c'est que voilà, on a vraiment pas mal de choses maintenant dans l'éclairage LED. C'est vrai qu'on en parle souvent. Et donc, du coup, de temps en temps, je mettrai une petite vidéo, là, des petites photos et tout ça. Alors, donc, oui. Je voudrais rajouter quelque chose, un avantage, c'est que les LED, on peut dimensionner la puissance lumineuse comme on veut. Oui. Avec les lampes à décharge, on a des puissances minimum. 50 watts, par exemple. Ouais. Alors que là, on peut avoir, avec des LED, des sources de très faible puissance, 10 watts, 5 watts, qui peuvent par exemple servir dans le cadre de balisage. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, parce que justement, nous on connaît donc les fameuses types, justement, il y a la plus faible, c'est 18 watts pour la SOX,
et 3500 watts pour les iodures. Bon, maintenant ça n'existe plus, c'est 2000 watts maximum. Et justement, on nous imposait avant les puissances. Par exemple, mercure, donc les BF, comme on a, bon, je vais pas ressortir les BF, on va dire les sodium. On a 50, 70, 100, 150, 250, 400 watts, 1000 watts, voire 600 watts aussi. Sauf que les LED, comme tu dis justement, on peut varier. C'est ça qui est très bien, on peut varier la puissance. Ce qui fait, c'est qu'on a, on va dire, une quantité infinie de chances d'avoir une lumière précise, avec bien sûr l'étude photométrique qui va avec, parce que c'est aussi le cas de l'optique et non du réflecteur. On va peut-être parler de ça aussi, donc on va parler déjà des optiques LED, parce que maintenant on va plus parler de réflecteurs dans le temps, parce que maintenant le réflecteur n'existe quasiment plus, on parle des optiques de LED. Et donc du coup ce qu'il fait, c'est que, par exemple, moi chez Eclatec, je sais très bien, quand on veut commander une lanterne, bon c'est un exemple, on commande une hélix de LED, mais justement, à l'usinage, on leur demande, voilà, c'est pour telle rue, telle place, tel machin, tel truc. Justement, Eclatec, eux, justement ce qu'ils font, c'est qu'ils réalisent donc un moulage justement de lentilles qui permet automatiquement, avec le flux lumineux qui vaut avec, la photométrie parfaite de la lumière sur la rue ou sur la place ou comme on veut. Ça, c'est ce que faisait pas l'éclairage en HID. Pourquoi? Parce qu'avant, on pouvait le faire quand même, mais bon, c'est un peu plus compliqué parce que justement, je vous explique. Quand on achète un luminaire, on s'en bat les couilles totalement du réglage de douille. Donc on installe le luminaire, même si c'est complètement déréglé ou que c'est pas prévu, il l'installe. Donc du coup on arrive soit à l'avant, soit à l'arrière, ça éclaire vraiment pas du tout. Sauf qu'avec un luminaire LED, on arrive toujours à un truc précis. Donc même si on a 56 luminaires, il n'y a pas besoin de réglage, puisque c'est déjà réglé d'usine. C'est ça qui est bien. Voilà un petit peu mon truc. Oui, t'es là. Alors, je vois pas quoi rajouter à ce sujet-là. Autre sujet, on va dire. Donc on va faire les avantages de la HID, justement. Alors, les avantages de la lampe HID, de mon point de vue, c'est que c'est très fiable, déjà pour commencer. Ces lampes-là, elles ont fait leurs preuves. Ça fait des décennies qu'elles éclairent. Ah oui, c'est sûr. Quelles qu'elles soient, elles sont fiables. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Elles n'ont pas de problème de refroidissement. Non. N'existe pas. Elles ne peuvent pas surchauffer par conséquent. On verra que c'est pas la même chose pour la LED. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ça me semble être des constructions relativement simples au niveau des assemblages de matériaux. Donc on va peut-être en reparler dans la question du recyclage, mais ça semble quand même, à vue de nez, quelque chose d'assez recyclable en faisant l'effort de créer une filière pour pouvoir les recycler. Tout à fait. Et justement, comme on disait par rapport à l'HID, c'est vrai que ça a plu quand même. Les premières lampes à mercure datent quasiment des années 30. Hein. Donc sur le principe, bon, on va pas sortir sur la BF parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais les premières sodium sont apparues en 1960, début 60, qui fait, on est quasiment plus de, je sais pas, quasiment, allez, on va dire une cinquantaine d'années plus tard, il y a toujours de la sodium qui est fonctionnelle. Et là, tu me parlais justement des puissances avec justement la température. C'est vrai que quand on a une BF par exemple, elle a une température constante. C'est-à-dire qu'en fait, elle refroidit pas ou elle chauffe pas. Généralement, quand elle crame, c'est parce que c'est vieux. Alors qu'une lampe LED, arrive à une certaine température, la lampe elle crame. Et justement, il y a aussi un autre truc que je peux en parler là-dessus sur les LED. S'il y a une trop forte température négative, quand il fait trop froid, genre un hiver sibérique, comme dans les -5, -10, voire -15, la lampe LED a du mal à s'allumer et s'éclaire faiblement. Justement, par rapport à ça. Je suis pas au courant d'un tel phénomène, mais à ma connaissance, la LED elle-même, au contraire, elle aime le froid. Elle a besoin de refroidir, donc elle aime le froid, entre guillemets. Et quand il fait plus froid, elle aime pas ça en fait. Il faut vraiment un juste milieu, on va dire. Si ça s'est avéré, je pense que c'est peut-être plutôt un problème du convertisseur électronique et pas forcément lui adapté au froid. Si on regarde alors j'en ai pas sous la main, mais si on regarde les convertisseurs électroniques, les fameux drivers pour LED, il y a en principe un encadrement de température qui est indiqué, de fonctionnement. Par exemple, moins 15 degrés, plus 40, des choses comme ça. Il faudrait s'assurer que le problème ne vienne pas de là. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça, on va en revenir justement sur les fameux comparatifs et tout ça sur les ballasts. C'est vrai quand même qu'à la base, l'éclairage LED à l'époque, c'est là qu'on va revenir par contre dans les recyclages.
sur les ballasts, ça on en parle dans le recyclage. Mais il faut penser quand même que l'éclairage HID a fait ses preuves depuis tant d'années. L'éclairage LED est encore novice, hein. Ça fait peut-être une dizaine d'années, 10-12 ans, voire 13 ans, l'éclairage LED arrive. Et il y a toujours encore des petits soucis, des petites pannes et tout ça, donc c'est pas grave, on parlera sur les pannes. Mais, franchement, peut-être que dans 15 ou 20 ans, on verra peut-être l'éclairage LED vraiment d'un autre univers, d'une nouvelle facette, parce que je pense que là, actuellement, c'est encore trop petit encore. Donc là, on va parler des comparatifs des ressources. Donc là, les comparatifs des ressources, c'est vrai quand même que là, point de vue HID et point de vue LED, il y a quand même un sacré écart. Hein. Franchement, quand on voit que... Donc là, après, je vais te poser la question. Par rapport à une lampe HID, on a le ballast, le condo et vraiment pas grand-chose, on va dire. Donc le métal, du cuivre, un petit peu de plastique et tout ça. Et justement, quand on voit les ressources justement d'un ballast justement électronique par rapport à ça, avec des milliers de condos, des milliers de machins justement, avec des cartes électroniques à l'intérieur, tout, qui a beaucoup de ressources. Donc du coup, c'est vrai que sur le coup, c'est, on va dire, point de vue énergétique, c'est pas tout à fait ça. Donc du coup, je te laisse la parole. Alors, oui, alors je rappelle que oui, effectivement, pour faire fonctionner une lampe HID, alors effectivement, on peut les faire marcher avec des ballasts, enfin, des platines électroniques, mais à la base, ça a toujours fonctionné avec des platines à ballast ferromagnétique. Et si on s'amuse à regarder un petit peu ce qu'il y a comme matériaux employés dans les alimentations conventionnelles, on s'aperçoit, comme mon collègue l'a dit, que déjà les matériaux sont assez simples. C'est du métal, c'est du machin, c'est du plastique. Donc il n'y a pas de choses rares. Et en plus, l'assemblage me semble relativement simple. Parce que quand on veut parler de recyclage, il y a la question des matières premières, effectivement, mais aussi la question de l'assemblage. Un ballast ferromagnétique, en gros, c'est du fer empilé avec du cuivre. On sait parfaitement séparer ces deux matériaux. On peut les refondre et ensuite les réutiliser. Dans le cas des éclairages à LED, alors il y a une première sur la question des ressources. Les LED demandent, alors je suis pas forcément expert là-dessus, mais les LED, je sais qu'elles demandent des ressources assez rares déjà pour être produites. C'est une première chose. Et ensuite, en plus de ça, il y a nécessité pour des éclairages LED d'utiliser un convertisseur électronique pour le faire fonctionner. Un convertisseur électronique qui sera bourré de composants. Ces composants électroniques, ces cartes électroniques, c'est des assemblages complexes d'éléments miniatures. Il y a de l'étain pour souder les cartes, il y a du cuivre, voilà, il y a plein de composants. Et d'après un ingénieur spécialiste en métaux, il est impossible à ce jour de récupérer, de séparer les différents métaux sur une carte électronique et de permettre le recyclage. Donc, à mon sens, ça pose un problème par rapport à la simplicité des systèmes à décharge. Tout à fait, c'est comme par exemple la lampe elle-même. Hein, la lampe elle-même, par exemple, une BF, c'est simple. On a du métal donc pour l'armature, on a le tube à décharge en quartz, on a l'enveloppe en verre, la poudre fluorescente qui est aussi récupérable, hein, je l'ai su. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre, c'est-à-dire que ça peut être trié vraiment sur le volet. Par contre, une lampe LED, c'est vachement compliqué à sélectionner les métaux, les trucs. Parce qu'une lampe LED, c'est vrai il y a aussi une micro-carte, il y a du plastique, il y a si, mais par contre, c'est l'intérieur. La LED elle-même, c'est pas, on va dire, recyclable en fait, tout ça en fait. Alors, je sais pas si on peut dire pas recyclable, tout court, mais effectivement, c'est très très mince, quoi. Je sais pas, ça doit être fabriqué avec une précision micrométrique. Ouais. Il y a des petits matériaux très très fins qui sont assemblés. Est-ce qu'on est capable de récupérer tout ça et de les recycler? J'en ai pas l'impression. Ah non, puisque on va dire dans un petit photo là qui est juste là, la LED en fait. Vous voyez, quand on voit la LED, c'est vraiment deux fils, hein, avec justement, bon là vous voulez les deux fils, un espèce de petit entonnoir, vous voyez, pour mettre le chip dedans, donc le petit cristal, un petit cristal qui fait même pas une tête d'épingle, c'est vraiment petit quoi. Et avec un petit peu de métal autour, du plastique autour, voilà, c'est simple quoi. Or, pour dissocier tout ça, pour recycler l'un comme l'autre, on peut pas. Alors qu'une BF, on découpe le verre, on retire la poudre fluorescente avec de l'eau, après on la laisse sécher, donc du coup ça fait de la poudre fluorescente. Après le verre, on le concasse, on le fait fondre. L'armature en métal, c'est découpé, refondu. Le culot, idem. Et le tube à décharge, il est traité, donc c'est-à-dire qu'il est démonté, donc concassé, il récupère les poudres de mercure qui est dedans, donc les gouttes de mercure et tout ça.
tout ce qui est le verre est refondu, donc le quartz est refondu également, ça veut dire que c'est plus facile à recycler une LED, ça on reviendra plus, mais une ressource, on va dire, une ressource, eh ben, c'est plus facile en ressources en BF qu'en LED. Alors, un autre point à ce sujet-là, au niveau de la question de la facilité, les lampes à décharge, tu me diras ce que tu en penses, mais quelles que soient les marques qu'on prenne pour un même modèle, globalement, c'est les mêmes fabrications, les mêmes matériaux, à peu de choses près. Or, pour les LED, sans compter que c'est une technologie qui avance, il y a des nouveaux modèles qui sortent à chaque fois, on a une diversité pas possible d'assemblage, de formes et de boîtiers et de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas un modèle de LED. Donc, aller mettre en place, et chimiquement, tu sais qu'il y a eu par exemple des évolutions au niveau de l'indice de rendu des couleurs. Au niveau de l'efficacité des LED, ça a augmenté. Donc, on peut penser que les matériaux qui ont été utilisés dans les premières LED sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui et seront peut-être pas les mêmes que ceux de demain. Donc, tout ça pour dire que ça fait une diversité pas possible de matériaux qui continue et donc ça va encore plus, à mon sens, compliquer le recyclage. Alors, toi, tu avais expliqué que tu as pris l'exemple d'une petite LED, en fait. Mais moi, je pensais plutôt aux LED de puissance. En grosse LED de puissance, oui, qui est un petit peu plus complexe, on va dire. Voilà, à l'intérieur d'une puce, il y a des réseaux, machin, il y a des raccordements microscopiques. Bref, tout ça me semble assez compliqué à recycler. Oui, c'est vrai que là, on va dire, si tu veux, on va parler. Donc la dernière chose, c'était le recyclage, mais on est en train d'en reparler en même temps avec justement les ressources. On recycle les ressources et tout ça. Et franchement, quand on voit justement actuellement, je reprends justement aux condensateurs, les résistances et tout ça, c'est divers et multiples matériaux, même des produits chimiques. Hein. Dans les condensateurs chimiques, on parle de condensateurs chimiques, la petite photo. Justement, c'est des produits qui sont chimiques dedans. Si c'est chimique, hein, c'est pas mécanique ni rien. Donc, tout ça, il faut quand même recycler tout ça. Hein, donc voilà. Et ça, je pense pas actuellement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas encore les moyens nécessaires, même déjà le temps, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait démonter composant par composant, reste ici, reste là, des trucs. Donc du coup, point de vue énergétique, donc par exemple, d'une BF, on dit oui, une BF c'est énergivore. Or, la LED, c'est moins énergivore, mais il faut penser justement les ressources qu'il y a dans la LED et l'HID. Hein. Parce que quand on voit, c'était toi qui me l'avais dit le dernier coup quand on avait fait la dernière vidéo, par rapport à ça, les produits qu'on utilise pour par exemple la LED et l'alu, pour les luminaires. Tu m'avais dit justement qu'il fallait les mines de bauxite pour faire l'alu, des kilotonnes, des diverses sources, par exemple, je sais pas, je crois que c'était le gallium et... Gallium, indium. Voilà, le gallium et l'indium, donc justement qui était dans des terres rares qu'on trouve sur Terre, en infime quantité, sauf qu'un jour ou l'autre, la question va se poser... Quand est-ce qu'on aura plus de ressources de gallium et d'indium? C'est-à-dire vraiment plus du tout. Mais il faudra vraiment chercher. Alors que le mercure, c'est simple. Bon, on va dire que c'est nocif. Mais le mercure, on en trouve en grande quantité sur Terre. C'est pas un métal rare, quoi. Et le problème aussi, donc c'est-à-dire déjà point de vue énergétique, pour une carte électronique et tout ça, bilan aussi CO2, aussi il faut penser, bilan CO2, c'est pas tout à fait jojo, hein, parce qu'avec la quantité d'énergie qu'il faut pour une LED, pour une carte électronique, pour l'optique, plastique, la fonderie, le machin, alors que simplement, on va dire, tout bonnement une lanterne, une lanterne basique, hein, avec un réflecteur en alu, donc un alu, c'est quoi? C'est simplement une plaque d'alu, qui est emboutie, ça y est, ça fait l'optique. La lampe, c'est du verre, du machin, c'est pas grand chose. Et puis ça va dire, c'est moins, on va dire, on a plus de facilité à reproduire des ballasts, à reproduire des lampes qu'une lampe LED. Le jour qu'on a plus de trucs, de ressources sur Terre pour les LED, comment va-t-on faire? Parce que si, on va dire, on fout tout en l'air parce que l'éclairage LED, tous les matériaux ne sont pas recyclables, ce qui fait qu'un jour, quand il n'y aura plus de matériaux recyclables, donc on pourra plus en reproduire. Si on n'a plus de ressources, on ne pourra pas non plus en reproduire. Qui va se passer à peu près dans 20 ans, dans 20-30 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer à l'éclairage LED ou pas? La question, je te laisse répondre. Bah, je peux pas savoir, tout simplement. Voilà, donc on ne sait pas. Je pense qu'en cas de pénurie, on devrait faire un retour logiquement aux choses plus low-tech et donc repasser éventuellement aux lampes à décharge.
Voilà, c'est ce qu'on parlait avec mon pote Seb, justement, on reviendra genre à la sodium, ou une autre qualité de sodium, par exemple, au lieu que ce soit du sodium, ça sera plus une autre terre, genre, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, à base de décharge, au lieu que ce soit du mercure, du xénon, ça peut être pas mal, et donc, du coup, on aura une lampe entièrement sans mercure, mais avec une autre couleur différente. Parce que, bien sûr, on dit que la iodure, c'est pareil, il y a des ressources de terres rares, c'est vrai, on n'en parle pas de ça, parce que actuellement, c'est pas au goût du jour, mais dans la iodure métallique, ou dans la iodure céramique, on a quasiment les mêmes terres, hein. Il y a du gallium, du thallium, de l'indium et du sodium, pour les iodures blanchaudes. Après, on a du mercure aussi dedans, mais les iodures donc de anciennes générations qui sont avec de ces époques-là n'existent plus parce que justement il y a des nouvelles générations. Chaque année il y a des nouvelles choses qui se produisent. Comme maintenant on a des lampes à l'époque des sodiums, dès que c'était fini c'était cramé. On a repoussé la technologie jusqu'à 4 ans de fonctionnement. Maintenant on pousse la technologie jusqu'à 6 ans de fonctionnement. Il y a des lampes, les lampes sodium sans sodium. On a des lampes de meilleure qualité. Donc ce qui fait, c'est qu'on voit maintenant des lampes à décharge de plus modernes. Alors qu'il faut penser, donc là par contre on va parler de ça sur les différentes pannes, donc du coup on verra ça plus tard. Mais franchement, sur les ressources, il y a quand même un grand écart par rapport à l'HID et la LED. Ça, tu es d'accord avec moi sur le sujet? Je pense. Alors après, pour pouvoir trancher, il faut faire des études d'impact, d'ingénieur et tout ça. Mais effectivement, pour pouvoir juger de qu'est-ce qui est énergétique, qu'est-ce qui est plus ou moins énergivore, il faut, alors c'est valable pour l'éclairage, mais c'est valable pour n'importe quel domaine. Tout à fait. L'automobile, pour tout ce qu'on veut. Il faut pas uniquement dire la lampe au mercure a une efficacité lumineuse plus faible que les machins LED. Effectivement, c'est vrai. Mais il faut tenir compte de toute la chaîne de production, de la fabrication des lampes, jusqu'à leur retraitement en fin de vie, parce que ces étapes-là consomment également de l'énergie. Tout à fait. Donc voilà, on va parler un petit peu sur autre chose. Donc du coup, maintenant, on va on va reprendre la suite. Donc la différence entre un luminaire LED, donc on voit là, et l'HID, donc le luminaire HID en LED. Donc on se dit à tout de suite. Donc du coup, on va parler justement sur la différence de luminaire LED et HID. Pour info, c'est vrai que quand on voit le luminaire HID qui a plus de 60 ans qui fonctionne encore, justement, ça fait vraiment plaisir. Mais par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment utile de mettre une lampe LED dans un réflecteur qui est prévu à la base? Pas du tout pour ça. Ou est-ce que directement on remplace le luminaire HID par de la LED? Alors là par contre, il y a deux trucs qui se posent. Est-ce que c'est par exemple plus logique d'acheter un luminaire qui coûte 20 fois plus cher qu'une lanterne HID? Sauf que là maintenant il n'y a plus grand chose comme lanterne HID puisque Philips et Thorn ne font plus. Donc du coup, quelle est la différence entre une lampe luminaire LED, donc vraiment on va dire une arc LED, hein, et un luminaire HID comme une VM, hein? Donc voilà, donc je te laisse poser la question. Quelle est la différence, justement? Je te laisserai attaquer certainement l'angle photométrique de la question. Voilà. Moi, je voudrais surtout parler de la question du refroidissement des LED. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les LED, elles ont besoin, pour ne pas cramer, d'avoir un bon refroidissement. Il faut que la puce, la semelle de la LED soit à une température maximum. Il faut respecter ça, sinon elle crame. Donc, le souci, c'est que, un luminaire spécialement conçu pour accueillir des LED, dès sa construction, dans un luminaire comme ça, le constructeur peut parfaitement fabriquer le radiateur qu'on voit souvent au-dessus, avec les ailettes, je serai d'accord, il peut fabriquer un radiateur qui va assurer la dissipation de la chaleur. C'est-à-dire que le constructeur peut mettre, on voit ça souvent, je pense que tu seras d'accord, le fabricant peut mettre les LED à l'intérieur de l'optique. Ouais. Il peut laisser au-dessus le radiateur qui est complètement exposé à l'air, ce qui permet de garantir un refroidissement sans problème. Donc le luminaire est conçu à la base, peut être conçu à la base pour assurer un bon refroidissement des LED. En revanche, quand on prend une lampe à LED pour la mettre dans un luminaire conçu pour une lampe à décharge, le luminaire n'est pas du tout conçu à la base pour pouvoir assurer le refroidissement. Tout à fait. On a une lampe à LED qui est enfermée dans l'enceinte. Et la semelle de la LED,
ne peut pas être exposé à un radiateur qui va pouvoir être refroidi par l'air extérieur. Le seul refroidissement qu'on va pouvoir avoir, c'est l'air qu'il y a à l'intérieur du luminaire qui est fermé, souvent. Hermétique en IP66. Et donc, ça n'est pas du tout la même qualité de refroidissement. On n'a pas ce renouvellement d'air. Et donc, c'est déjà, dès la base, plus compliqué avec du rétrofit de pouvoir assurer un bon refroidissement de LED qui sont intégrés dans une lampe à LED. Et en plus, sans parler de la question des volumes, on a un volume quand même très limité sur une lampe à LED. Les fabricants, si tu seras d'accord, je pense, mettent pas des gros radiateurs. Ils ne peuvent pas. Oui, ça va faire une lampe trop lourde ou poser un autre problème. Voilà. Alors, il y a des systèmes à huile, des choses comme ça, mais le fabricant peut pas, à la base, vraiment faire un super radiateur qui va pouvoir être refroidi par un courant d'air extérieur. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. Justement, je vais pouvoir parler encore des sujets qui fâchent. Les fameuses lampes LED liquides. C'est un exemple tout simple. L'éclairage LED, justement, c'est bien, mais en LED liquide. Alors justement, je vais pas reparler tout un truc là-dessus. Mais quand c'est dans un univers fermé, comme tu disais si bien, quand c'est dans un univers fermé, mais il n'y a pas, on va dire, de refroidissement, dont on a parlé. Et donc, du coup, toutes les lampes LED crament l'une à l'autre parce qu'il n'y a aucun, on va dire, aucun refroidissement. Comme la LED liquide, je vous en ai parlé, la fameuse lampe qui fait un radiateur de dingue parce qu'il n'y a quasiment pas de radiateur dans ces lampes-là, en fait. Et donc, du coup, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. L'intérieur du réflecteur, l'optique et tout ça chauffe également. Donc, du coup, ça fait une surchauffe. Tout crame. Et puis voilà, donc il faut changer, bien sûr, le luminaire, la lampe LED. Parce qu'à chaque fois, on va dire les fameuses lampes LED. Hein, on a même pas 2 ans de temps. 1 an, 2 ans, ça a été remplacé au moins 6 fois. Hein. Donc, du coup, voilà. Le problème, c'est que l'éclairage LED, c'est bien. Il y a aussi un truc, comme tu avais parlé tout à l'heure, c'est les luminaires actuellement qu'on connaît, donc les lanternes HID. Donc, par exemple, une éclatée clip qu'on peut rétrofiter en LED. Ça existe, hein, c'est pas un module LED, c'est-à-dire on retire le bloc optique HID et on remet une lampe LED. C'est vraiment très très bien ce procédé, ça évite de rechanger le luminaire, ça évite de rechanger tout un merdier. Il y a simplement qu'à rechanger le pad, on appelle ça le pad LED, on change simplement le pad avec le petit radiateur au-dessus, et ça fonctionne à merveille. Moi, depuis le temps que je connais des luminaires HID qui ont été rétrofités en LED, franchement, il n'y a pas aucun problème en fait, c'est vraiment pas mal. Et, point de vue ça, l'éclairage LED, les LED cornes, à la base, c'était pas prévu pour, c'était pas, on va dire, je suis sûr que même ces lampes-là, on appelle ça les LED cornes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, les LED, ils sont installés autour. Sauf que ça fait comme des grains de maïs. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un LED corne. Et je pense que ces lampes-là, dans peut-être une dizaine d'années, n'existeront plus. Puisque tout se remplace, les lanternes HID se font remplacer par des lanternes LED récentes. Donc on va dire tout ce qui est lanterne routière de l'époque n'existera plus. Donc ça veut dire que ça ne servirait plus à rien de revoir des lampes LED en remplacement pour les lampes ABF. Le truc arrive, c'est aussi, comme tu m'avais expliqué tout à l'heure, les points de vue, on va dire, photométriques. Alors, photométrique, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je vous en ai parlé tout à l'heure des fameuses lanternes avec la lentille bien précise, donc gérée par l'usine, d'un luminaire traditionnel. Par contre, quand on a, on dit une SHP, là, je vais sortir SHP, iodure et LED. La première SHP, donc il y a telle lumière avec bien sûr une petite notice de fonctionnement, une petite notice de montage. Donc par exemple on a une douille qui est réglable. Si on utilise la notice de montage, ils disent par exemple la douille, une SHP 150 est réglée niveau 12. Sauf qu'une sodium, c'est un tube à décharge qui est comme ça. Donc c'est réglé vraiment bien comme il faut, photométrique, c'est bien réglé. C'est prévu à la base de l'usine. Or, nous passons à la iodure. Donc c'est plus une barrette comme ça, mais un petit tube comme ça. Hein. Donc du coup, l'étude photométrique change, puisque différemment, donc la lampe est différemment. Donc soit le tube est long ou pas vraiment avancé ou reculé. Donc l'optique, c'est la même, sauf que la photométrie différence encore. Donc si la lampe est reculée, ça avance le flux. Si la lampe est avancée, ça recule le flux. Mais c'est plus homogénéisé comme une SHP. Moi, c'est ce que j'ai dans les études. Quand on a eu les lampes, les estoriles en LED, en sodium, qui ont été remplacés en iodure, ça a vu tout de suite la différence. Avant, on voyait pas de gros traits de lumière sur la route. Maintenant, on voit ça, on voit que ça.
Les LED, par contre, alors là, c'est fini, hein. Le truc, c'est merdique total. Avec déjà le réflecteur qui ne sert quasiment plus à rien, puisqu'en fait, les LED, déjà eux-mêmes, fait un flux lumineux bien comme il faut direct. Et donc, l'éclairage LED au niveau du réflecteur, ça sert quasiment plus à rien, en fait. Ça sert à rien. Donc, vous voyez, des fois, maintenant, il y a une technologie de lampe LED qui fait, c'est qu'il y a une lampe LED qui se visse, et il y a le pad du radiateur au-dessus et la LED au-dessous. Le poids de la lampe aussi est la question. Le poids de la lampe, c'est pareil avec les kilotonnes de radiateur qu'il y a des fois. La lampe, comme par exemple la lampe LED liquide dans le trafic, tellement qu'elle est lourde, ça pète la douille. Donc qui dit qu'il pète la douille, eh bien on remplace le luminaire, parce qu'on n'a jamais le temps de remplacer la douille. Hein. Oui, parce qu'on peut remplacer la douille, mais bon, tout le monde s'en branle. Donc du coup, on remplace le luminaire. Ce qui fait encore des financements pour remplacer le luminaire, alors que voilà, le luminaire LED, c'est ça que je dis, c'est bien le luminaire LED, mais il y a aussi un autre truc. Quand le luminaire LED crame, on ne peut pas remplacer la lampe. Donc, il faut remplacer aussi le luminaire. Donc, là, on va dire le juste milieu. Est-ce que c'est plus facile de remplacer une lampe HID dans un luminaire traditionnel ou carrément remplacer le luminaire entier LED qui coûte cher? Donc là, la question se pose. A-t-on les moyens actuellement de remplacer une lanterne LED qui crame au bout de 2 mois, qui coûte dans les 1500 € la lanterne, ou remplacer une simple lampe qui coûte une trentaine d'euros dans un luminaire qui coûte une centaine d'euros? Là, la question se pose. Donc je te laisse la question. Est-ce que toi, ça te paraît, on va dire, normal? Attends, je voudrais juste avant revenir sur la question du refroidissement, puisque j'ai 2 points importants à ce sujet-là. Alors, d'une part, par rapport à la différence entre un luminaire fait pour des LED à la base et une lampe à LED vissée ensuite sur un luminaire décharge. D'accord. Donc, dans une lampe à LED qu'on visse, obligatoirement, par construction, on va avoir le convertisseur électronique pour les LED qui n'aiment pas la chaleur, qui va être pratiquement juxtaposé au LED et à leur refroidisseur. Donc, quelque part, il va y avoir un échange, quoi. On va avoir la chaleur des LED va faire plus de chaleur au niveau du convertisseur électronique qui n'aime pas ça. Donc, on peut avoir, j'ai envie de dire, un risque de panne supplémentaire. Et on va en même temps avoir, quelque part, oui, si on peut dire, la chaleur du convertisseur qui va aller un peu plus réchauffer les LED. Voilà, on a 2 choses qui n'aiment pas la chaleur, les LED et les convertisseurs, qui vont se retrouver proches. Alors que dans un luminaire spécialement conçu pour LED à la base, on peut faire des compartiments thermiques, avoir les LED qui chauffent d'un côté et isoler le bloc d'alimentation dans un compartiment de manière à ce qu'il reste bien au frais. Deuxième chose, au sujet de la chaleur donc à évacuer, on peut faire remarquer que les lampes à LED de remplacement qui existent pour remplacer donc les vapeurs de mercure, le maximum de puissance qui existe, à ma connaissance, c'est quelque chose qui crache 6000 lumens. Ouais. Donc, à ma connaissance, on n'a pas quelque chose qui peut cracher de l'ordre de... Enfin, qui a une taille raisonnable et qui peut cracher de l'ordre de 15 000 lumens de manière à remplacer la lampe à vapeur de mercure de 250 watts. C'est sûr. Donc, alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ça n'existe pas? Alors, on pourrait se dire peut-être que ça va faire une lampe trop lourde, effectivement, ou trop volumineuse, je ne sais pas, mais peut-être que ça ferait une lampe qui serait surtout impossible à refroidir, et donc c'est pour ça qu'on la fabrique pas. La question est posée. Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, il y a la dernière chose que je voulais dire là-dedans. Donc on a parlé un petit peu de tout. On a parlé par exemple de la maintenance, hein, donc par exemple la lampe LED à la lampe HID. On a parlé sur les différentes pannes. Hein, c'est vrai que là, les différentes pannes, on ne l'a pas parlé encore, justement. Non. Donc du coup, on va se revoir donc, pour la suite. Donc les différentes pannes. À tout de suite. Donc du coup, on va parler un petit peu des dernières choses. Donc du coup, les différentes pannes. Donc les LED liquides, on en a parlé. Différentes pannes qu'on peut trouver. Et la maintenance des luminaires. Donc je sais que tu avais un petit truc à nous dire. Donc du coup, je te laisse expliquer. Alors, au niveau de l'éclairage à LED, on peut rencontrer plusieurs pannes. Je parle en tant que personne qui démonte des choses pour voir comment c'est fait quand c'est en panne. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des pannes. Il peut y avoir des pannes au niveau des LED elles-mêmes,
c'est-à-dire au niveau des puces qui produisent la lumière. Différentes causes de panne déjà là-dedans. Et on peut aussi avoir des pannes sur le convertisseur électronique qui convertit la tension du secteur en une énergie adaptée au LED. On peut avoir des pannes dans les deux cas, ou une combinaison des pannes éventuellement. Alors, personnellement, les pannes, on va peut-être commencer par les pannes sur les puces LED elles-mêmes. Donc, il peut y avoir tout simplement des puces LED de mauvaise qualité, ça existe. On peut parfois voir des LED qui se mettent à scintiller, des luminaires qui ne sont pas totalement noirs, mais qui se mettent à scintiller, ou à éclairer très faiblement, voilà. Donc, ça peut être des puces LED en panne. On peut aussi avoir, j'ai vu ça personnellement, alors dans les luminaires à LED, il y a entre les puces LED et le radiateur de la pâte thermique pour conduire la chaleur. Et on peut avoir des pâtes thermiques de mauvaise qualité éventuellement, ou mal réparties sur la surface entre la LED et le radiateur, et à ce moment-là, le bon refroidissement n'est plus du tout assuré. La LED peut surchauffer et cramer par surchauffe. C'est tout bête, mais ça peut arriver. On peut aussi avoir, alors ça ne concerne pas l'éclairage public, ce que je vais dire là, mais on peut aussi avoir des tailles de refroidisseurs pour lampes à LED, ça concerne plus les lampes domestiques, qui sont insuffisants pour refroidir correctement la LED. Le refroidisseur, c'est un morceau d'aluminium, et il y a des fabricants, disons, chinois, qui s'amusent, si on peut dire ça, à réduire le radiateur au minimum, en termes de taille, ça fait moins d'aluminium, c'est moins coûteux à construire, et ça peut tout bêtement faire surchauffer les LED et les faire cramer. Si je continue un petit peu à sortir de la question d'éclairage public, on peut aussi avoir des spots à LED encastrés dans les faux plafonds, qui remplacent les halogènes par exemple, qui peuvent claquer si, par exemple, on leur colle juste au-dessus de la dalle de faux plafond la laine de verre. Ça va emprisonner la chaleur et empêcher la dissipation, et ça peut provoquer des claquages, que ce soit au niveau de la puce LED ou de l'alimentation électronique intégrée à la lampe, qui elle aussi craint la chaleur. Donc ça, c'était pour les pannes de la puce LED elle-même. Alors, je pourrais ajouter aussi, même si c'est pas trop un sujet, que la puce LED au niveau de là où sort la lumière, c'est quelque chose de fragile. Mécaniquement, ça ne doit pas encaisser de choc. Mais bon, dans l'éclairage public, où on va avoir des optiques qui sont intégrées aux luminaires, on va dire qu'il n'y a pas tellement de risque d'impact sur la puce LED. Ensuite, on pourrait aussi parler des pannes liées à l'électronique d'alimentation de la LED. Il est extrêmement rare d'avoir des systèmes à LED qui sont directement compatibles avec la tension du secteur. On va toujours avoir ce qu'on appelle un driver ou un convertisseur ou une alimentation électronique à chaque fois. Et alors, elle peut subir une diversité de pannes absolument incroyable. C'est bourré de composants électroniques, ce genre de convertisseur. Donc, on peut avoir des composants qui vont péter tout simplement. Il faut à l'intérieur du convertisseur qu'il y ait une protection intégrée contre les surtensions secteur. Sinon, il risque de ne pas vivre très longtemps en cas de coup de foudre, par exemple, tout bêtement. Il faut aussi avoir des composants de qualité, tout simplement, dans le convertisseur. Il y a une panne qui est très connue en électronique de puissance, qui concerne les écrans plats, enfin un petit peu tous les équipements qu'on va pouvoir rencontrer, qui est la panne des condensateurs. Condensateurs électrolytiques qui se mettent à gonfler. Ouais, on en trouve très souvent des condensateurs comme ça dans les drivers de LED, et si on ne veut pas que ça clappe tout de suite, il y a intérêt à avoir des composants de qualité à ce niveau-là. Et on pourrait citer aussi, bon, il y a plein de pannes possibles sur une carte électronique, mais on pourrait aussi citer la question de l'humidité. Les convertisseurs ne supportent pas l'humidité, donc alors on peut les construire effectivement avec des boîtiers étanches, avec des presses étoupes et des machins, et toute l'étanchéification qu'il faut pour pas que l'humidité rentre. Mais encore faut-il que les installations soient bien faites, parce qu'on peut avoir des installateurs qui installent mal les luminaires et qui ne mettent pas en place certains joints, par exemple, ou qui ne serrent pas bien les presses étoupes. Et à ce moment-là, de l'humidité peut rentrer dans le convertisseur et tout simplement le flinguer. On a aussi, tout comme pour la question des LED, pour le convertisseur électronique, la question du refroidissement. Les composants électroniques qu'il y a dans le convertisseur vont dissiper de la chaleur. Ils ont leurs limites et il faut s'assurer que le convertisseur puisse correctement refroidir. Donc, que le luminaire soit conçu pour pouvoir assurer le refroidissement, ou que la lampe à LED, j'en ai parlé un petit peu avant, puisse assurer un refroidissement des LED et également du convertisseur. Tout à fait, ouais, c'est vrai que j'ai remarqué, il y a 2-3 bricoles que j'ai vu que tu t'as parlé, par rapport au plafonnier, c'est un truc pareil que je connais souvent parce que quand j'ai fait mes stages en électricité, il y avait
pas trop de LED, mais c'était quasiment la même chose. Beaucoup de plafonniers étaient enfermés et englobés de laine de verre, et sur certains catalogues, on sait tout de suite on sait tout de suite, par exemple, les luminaires qui sont plafonnés, parce que il y a une époque où j'ai installé des lanternes des projecteurs encastrés en HID, et les ballasts cramaient eux aussi. Donc les ballasts ferro. Et en fait, c'est simplement les laines de verre, ça, on va dire, c'est un protecteur thermique. Et c'est vrai, parce qu'on utilise souvent de la laine de verre pour protéger contre la température extrême ou les températures chaudes. Hein. Sauf que quand on utilise ça dans un luminaire, ça, on va dire, ça fait un mini cocon. Donc du coup, ce qui fait, c'est que la lanterne, elle chauffe et elle crame beaucoup. Les lanternes, les projets LED, je ne savais pas. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait mes stages, c'était en 2003, donc ça, il n'y avait pas trop de LED à l'époque. C'est même pas du tout. Et donc, du coup, voilà, ce qui est fait, c'est que, ouais, franchement, par rapport à ça, oui, je suis tout à fait d'accord sur le sujet. Que, voilà. Et donc, du coup, comme on a dit, on allait parler de la maintenance. Donc, c'est vrai, la maintenance... Je voudrais revenir sur la question de la fiabilité et faire le comparatif avec les lampes à décharge. Les lampes à décharge, donc anciennement, fonctionnaient avec des ballasts conventionnels, donc faits de fer et de cuivre. C'était quelque chose qui est pratiquement, à mon sens, incassable. Incassable. Ah, on peut le balancer par terre, ça fonctionne. Alors, ça peut prendre de l'humidité, ça va peut-être les faire un peu rouiller, effectivement, mais j'imagine mal un dysfonctionnement total dû, par exemple, à l'humidité. Ça résiste très bien aux surtensions secteurs, à ma connaissance. Oui. Alors qu'un convertisseur électronique, vous avez déjà dedans, rien que dedans, vous avez des centaines de composants différents. Donc, statistiquement, on ne peut qu'avoir un risque de panne supplémentaire, sans parler du risque d'humidité et de surtension dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et le tien, en parlant de ballast ferromagnétique, l'humidité, tout ça, il y a des luminaires, je suis sûr et certain que vous connaissez dans votre rue, dans un quartier, une lanterne, peu n'importe, genre une, allez, oh, il y en a tellement plein, genre une Marina, une Junior, une Solaire, les plus grands classiques, quoi. Et bien justement, ces modèles-là, justement, des fois, il y a le capot qui est dégagé. Hein, le capot en polypropylène, justement, qui part en morceaux, donc du coup, le machin reste à l'air. Eh ben, j'ai déjà vu des Mazda solaires, plus un capot en pleine pluie allumé, un miel, pas une rayure. Par contre, j'imagine pas un luminaire LED avec un bon petit machin électronique comme ça, comme tu disais, je pense que ça dure même pas une heure. Ça pour illuminer, hop, ça y est, ça clame. Alors, c'est vrai que des fois, bon, moi j'ai des ballasts, qu'ils ont pris, même des boules, hein, des boules en BF, des fois les machins sont rouillés, mais un truc de... on se demande comment que ça fonctionne encore. Il y a un seul défaut dans les ballasts en ferromagnétique que tu as oublié de dire, c'est les fuites. C'est-à-dire parce que des fois, hein, les fuites à la terre, des fuites à la terre ou des fuites électriques. C'est-à-dire qu'en fait, le ballast se met en défaut, chauffe et prend feu. Oui, parce qu'en fait, dans l'éclairage public, on a des ballasts ferromagnétiques, donc, comme celui-là par exemple. Et en fait, quand il y a une fuite électrique, en fait, comme, je sais pas si tu sais, mais je pense que oui, tu dois le savoir. Par exemple, c'est une alimentation et ça fait ça chauffe parce que c'est une résonance magnétique, donc ça chauffe. Or que des fois, il y a des ballasts qui sont mal conçus. Ça chauffe les fils, ça les fait fondre entre eux et ça fait on va dire ça en fait, je l'ai su par mon pote Seb. Et des fois, il y a des ballasts qui se mettent automatiquement à se mettre, comme tu dis, à la terre. Et donc, du coup, ça chauffe et ça peut prendre feu carrément le luminaire. C'est pour ça que des fois, il y a des ballasts, des lanternes qui prennent feu. Moi, j'avais parlé dans une vidéo par rapport à ça qu'une fois, j'étais en train de faire, il y avait une lampe qui clignotait. C'est simple, une lampe qui clignotait. Je me mets en dessous. D'un coup, je vois de la lumière, je regarde, la lanterne, elle prenait feu. En fait, donc, à mon avis, le ballast, il était en défaut. Et a surchauffé, et ça fait cramer carrément le luminaire. Ça arrive, hein, c'est pas des conneries, ça arrive, en fait. Donc, en fait, il y a, on va dire, peut-être 100 fois plus de chances, il y a peut-être 100 fois plus de chances que ça arrive pas. Hein, parce que c'est vrai que ça, j'en ai jamais vu, à part 2 fois dans ma vie, c'est tout. Hein, des ballasts, généralement, maintenant, il y a des encapsulés ou des imprégnés.
Le plus facile, c'est les imprégnés. Parce que les imprégnés, on va dire, tu peux rentrer de l'eau dedans. Mais rien n'empêche que ça fonctionne. Mais des fois, c'est un défaut électrique qui est dans le ballast. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Ça n'a rien à voir. Un défaut soit peut-être avec la chaleur. Ce qui fait, c'est que, ben voilà, donc le machin il se met en défaut et puis que ça peut fondre. Une fois, on a retrouvé carrément le noyau du ballast ferromagnétique en poudre. Tellement que ça chauffe. Tu vois le truc? J'ai du mal à imaginer. Parce que moi, mon pote Seb, il a démonté un ballast Eclatec des années 60, je crois, un vieux machin, un vieux coucou. Le ballast à l'intérieur, donc tu avais le cerclage en cuivre. Or, tu avais tout le noyau en cuivre qui partait en miettes, quoi. Hein. C'était vraiment le truc. Et donc, c'est ce que je disais, en fait, ça faisait un défaut. En fait, le noyau du ballast était quasiment foutu, tellement que ça faisait chauffer. Donc, tu vois, il y a quand même un vieillissement, des fois. Bon, c'est quand même pas tout le temps, mais il y a des fois, il y a un défaut du ballast qui fait que ça crame. Mais il y a des ballasts, moi, que j'ai, des luminaires des années 50, qui fonctionnent à merveille. Par contre, je ne sais pas, c'est dû à quoi le ronronnement, par contre. Ça, c'est un truc que tu pourras me poser, et que je peux te poser la question, savoir pourquoi, que ça ronronne. C'est dû au flux magnétique ou à la résonance électrique? Alors, faut savoir déjà que quand du courant passe dans un conducteur, ce qui est le cas dans un ballast, il se passe autour du conducteur un champ magnétique. Comme le courant d'EDF ondule, il est alternatif, ça va produire un champ magnétique variable et non pas fixe. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des forces de Laplace, qui sont des forces, pour faire simple, générées par le passage d'un courant électrique, qui vont pouvoir exister au sein d'un ballast, parce que le courant est variable. Alors, je ne connais pas exactement le mécanisme, mais si on regarde bien un haut-parleur, c'est quoi physiquement, c'est une bobine de fil qui peut se déplacer. Et effectivement, quand on fait passer un courant variable dans la bobine d'un haut-parleur, il se met à produire un son, de par les forces de Laplace. Et je pense que le ballast fait à peu près la même chose. Le courant qui passe dedans est variable, sachant que les lamelles de fer ne sont pas parfaitement immobilisées dedans, ça peut effectivement se mettre à vibrer à la fréquence de l'alimentation, c'est-à-dire 50 Hz, et donc produire un son audible. À mon sens, l'explication, c'est celle-là. D'accord. Ça m'éclaire un peu parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posent pourquoi qu'un ballast ronronne comme ça, alors que des neufs, ils fonctionnent bien, des fois ça ronronne pas. Mais par contre, les anciens, comment que ça ronronne? Des fois, ça peut être une tondeuse à gazon. Hein. Alors, il y a une explication assez simple à ça, c'est que le ballast neuf qui sort de l'usine, il a ces tôles en fer qui sont bien serrées, on va dire. Alors, ça peut être soudé, j'imagine qu'il peut y avoir des vernis après, des choses comme ça, qui immobilisent complètement le fer, donc ça l'empêche de vibrer. Dans les vieux machins qui sont rouillés, tu as dû remarquer peut-être qu'on a parfois des petites lamelles de fer qui sont séparées. Pas très bien jointes. Et donc, effectivement, là, ça peut vibrer plus facilement, se mettre à se déplacer, et donc produire un son audible qui va dans nos oreilles. Ok. Et donc, voilà, donc là, on a fait à peu près le tour, hein, quasiment. Là. Je voudrais revenir sur la question de la fiabilité, parce qu'on a parlé, on a donné nos avis sur la fiabilité de l'HID. Et moi, je propose tout simplement aux gens d'observer par eux-mêmes. Tout à fait. Je constate qu'il y a plein de luminaires à LED, que ce soit pour l'éclairage public ou l'éclairage domestique, pour lesquels on nous a promis des durées de vie moyennes de 30 000 heures, de 50 000 heures. Il n'y a qu'à regarder les documentations commerciales. Et si vous regardez par vous-même dans les rues, un peu partout, vous verrez des trucs défaillants. Alors, soit le lampadaire éteint, soit qui éclaire faiblement, soit qui se met à scintiller. Bref, les défaillances, vous les constaterez par vous-même, alors que sur les lampadaires à décharge, en principe, vous en constaterez pas beaucoup. Voilà. C'est vrai, franchement, on a vraiment parlé sur beaucoup de choses. Et là, on voit un petit peu quand même les défauts, les qualités et les défauts de la LED, et également les comparaisons entre l'HID. Et franchement, toi, t'en penses quoi? Est-ce que la LED ou l'HID, dans 20 ans, ça va exister encore? Lequel qui va remplacer l'autre, on va dire? Je pense, alors, s'il n'y a pas de pénurie de ressources concernant la fabrication des LED, donc, imaginons qu'on pourra toujours en fabriquer, je pense qu'avec le matraquage commercial,
et le discours économie d'énergie et voilà et sur la durée de vie et compagnie, je pense qu'on va tout remplacer les décharges par les LED. C'est actuellement ce qui est en train de se passer. Ouais. Voilà. Donc je pense que s'il n'y a pas de pénurie, on va continuer à aller vers ça. Et je suis d'ailleurs très étonné qu'on continue à installer aussi massivement des trucs à LED, alors qu'on observe qu'il y a des machins qui sont défaillants et donc que c'est pas aussi génial que ce qu'on nous avait promis. Tout à fait. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il y a beaucoup de communes qui sont même déçues par rapport à ça. Ils ont remplacé leurs gamelles qui ont 50 ans d'âge dans leur commune, qu'ils n'ont jamais touché depuis 50 ans. Ils remplacent leur matériel parce qu'en fait c'est psychologique. C'est pareil, on va parler un peu de ça. C'est psychologique, on va dire. On va dire c'est économique, donc ça coûte moins cher à l'électricité. Or, ça coûte cher le luminaire, sauf que s'il y a une panne qui dure au bout de 2 mois, l'exemple LED liquide ou un luminaire LED, ça arrivait par exemple dans une commune comme ça, ils ont tout remplacé, ils ont changé leur éclairage LED, une vraie merde totale, c'était un gros flop direct. Donc du coup, les gens ils se sont trouvés enroulés par ça, et là ils se posent la question, est-ce que c'était vraiment utile de remplacer les lumières LED actuellement, et on aurait dû garder les lanternes. Genre à Conchy, c'est ce qui se passe actuellement. On ne sait pas si on va remplacer, on va dire, on ne sait pas, parce que là pour l'instant on n'a pas trop le truc. Est-ce que ça sera de la LED ou que ça sera remplacé en iodure ou en SHP? On n'en sait rien en fait. Donc du coup c'est pareil, c'est une question budgétisée en fait. C'est une question de budget. Parce que si une petite commune de je sais pas combien de poules lumineux ne peut pas payer justement les frais de remplacement de luminaire parce que ça coûte trop cher, donc du coup les personnes continuent la décharge. Mais je pense savoir, à mon avis, que dans peut-être une vingtaine d'années, les ressources naturelles n'existeront plus. Parce que déjà, on le voit très bien, déjà, on y va à fond. La LED monopolise tout un tas de domaines. C'est qu'arrive un moment, je suis sûr, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Parce que, franchement, à la vitesse qu'on part, et qu'on sait que le question comment renouvellement ou question recyclage n'est pas la même, dans 20 ans, je pense, de mon côté à moi, que l'HID va revenir, on va dire. Sous une autre forme, mais l'HID va revenir. Alors, à ce sujet-là, tu m'avais posé la question de comment tu penses que ce sera dans 20 ou 30 ans. Est-ce que la LED aura tout supplanté? On peut aussi se poser la question de l'interdiction. C'est déjà arrivé. On a interdit les lampes à vapeur de mercure. Oui. Donc, on peut tout simplement se retrouver avec que des trucs à LED à la fin, juste par interdiction, des lampes au iodure, des lampes au sodium. Tout à fait possible. Ouais, voilà. Et il faut penser quand même, je disais comme c'était psychologique, les gens en fait, ils virent même actuellement, hein, les lampes halogènes et les lampes sodium basse pression dégagent. Il reste plus que les lampes qui coûtent cher. Là actuellement, au début ils ont commencé à virer les BF. Il faut penser qu'une BF ça coûtait 4 €. Mais on préfère virer les lampes qui coûtent moins cher pour acheter plus cher. Donc du coup ça permet, on va dire, à l'Europe de s'enrichir facilement. Parce que voilà, on retire les lampes qui coûtent moins cher. Il faut penser que même les lampes fluocompactes dégagent. Ils vont bientôt dégager aussi. Je suis sûr que c'est même déjà fait. Parce que quand on voit dans un rayon de supermarché, on voit que de la LED partout. Maintenant les halogènes c'est fini. La fluocompacte, il y a peut-être 2-3 modèles qui restent dans le rayon, mais sinon c'est que la LED. Donc, on se dit que là la LED monopolise. Pour l'instant, ils n'ont pas encore interdit la sodium et la iodure. Mais je pense que ça pourrait peut-être revenir. Mais il faut penser quand même que dans le futur, s'ils n'ont pas le choix, ils vont lever l'interdiction et relancer une fabrication. Ça a déjà arrivé. Alors, il est intéressant de remarquer aussi, tu m'avais fait remarquer ça l'autre jour, que les lampes prévues pour remplacer les lampes à vapeur de mercure, c'est-à-dire les sodium 110 watts et 210 watts, pour pouvoir faire des remplacements mercure sans changer l'appareillage, elles sont plus en vente. Oui, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux parce que les gens qui n'ont pas les moyens de financer la lumière LED pouvaient remplacer leur BF par des sodium. Sauf qu'ils ont viré ça aussi, cette technologie-là, en même temps que les BF. Donc les gens sont forcés et restreints, sont astreints justement à remplacer leur luminaire le plus vite possible. Ils en ont rien à battre s'ils ont l'argent ou pas. Ils veulent remplacer, il faut remplacer, c'est comme ça, voilà.
Et là, c'est compliqué parce que là, donc les gens se mettent endettés parce qu'il faut remplacer tout leur parc. C'est pour ça qu'actuellement, depuis l'arrêt de la BF, il y a encore des communes qui sont BF. Sauf que maintenant, on commence peut-être, je pense que dans 10 ans, on va aller dans l'illégalité. Donc on va aller dans l'illégal pour récupérer des BF étrangères, américaines ou chinoises, pour enrichir l'éclairage public de France. Parce qu'il y a des communes qui n'ont pas le moyen pour remplacer tout ça, ça c'est sûr. Mais si le gouvernement exige de remplacer toutes les LED, et puis finalement, peut-être 10 ans après, ils disent « Ah, on peut plus remplacer, on n'a plus les ressources machin », comment va-t-on faire si on peut plus rechanger les lumières LED? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on n'a pas le choix. C'est ce qui se passe actuellement avec des lampes. Je sais pas si vous avez vu actuellement, il y a des lampes, on va dire, vintage. Vous savez, des lampes qui sont actuellement en incandescente, exprès, simplement pour la déco. Mais c'est des lampes incandescentes. Pourquoi qu'ils font des lampes incandescentes pour la déco? On va dire, la lampe incandescente, c'est la meilleure des cas, point de vue, on va dire, recyclage. C'est simple. Hein? Les lampes fluocompactes, ils disent oui, c'est économique, machin. Il y a du mercure dedans. Hein. Dans la LED, on n'a pas parlé par contre dans la vidéo, par rapport à ça, le lumière bleue justement des yeux. Ça bousille les yeux, pour l'instant c'est encore jeune, ça fait une dizaine d'années, mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Va-t-on devenir aveugle ou notre perception de la vision va changer à cause de la lumière LED qu'on a partout chez soi, dans l'éclairage public ou dans les magasins? Est-ce que ça va changer? Moi, pour ma part, je ne sais pas. Alors, il me semble qu'il y a des recherches qui sont faites actuellement pour tenter de filtrer ce pic bleu et de l'atténuer. Mais effectivement, la question est posée. Et ce qui est dommage, c'est qu'on subit, on est presque obligé de subir partout où on est l'éclairage LED, puisque les remplacements sont massifs, ils s'accélèrent comme c'est pas possible. Et on subit ça, on n'a pas vraiment le choix, alors qu'on ne connaît pas réellement l'impact éventuel de ce pic de lumière bleue qu'on peut voir dans la courbe spectrale des sources à LED. Ouais, c'est sûr. Bon, mais voilà, donc on a parlé un petit peu plus là-dessus sur la question, donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir un peu en vidéo pour une fois. Donc du coup, pourquoi pas refaire une vidéo là-dessus à l'occasion sur une autre chose, hein, ça serait intéressant, pourquoi pas, hein, on retrouvera peut-être une idée là-dessus. Et puis voilà, donc du coup c'est pareil, donc vous aurez la description de la chaîne de Iodure Métallique juste à côté là, donc vous pourrez aller voir sa chaîne sur les théoriques et tout ça, sur les ballasts et tout ça, sur l'éclairage ou d'autres choses thématiques sur l'électricité en général, tout ce qui est physique et tout ça. Et donc nous on se tient au courant pour une nouvelle vidéo bien sûr, et comme d'habitude, bah... c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas faux.